Bonjour à tous et bonne année 2025. Qu'attendre du cinéma en cette nouvelle année? Difficile de le savoir, il s'est passé pas mal de choses en 2024 qui a beaucoup remué le monde du cinéma et surtout celui français. L'année a enregistré 181 millions d'entrées, c'est un peu plus qu'en 2023, malgré 4 premiers mois difficiles compte tenu du peu de grosses productions présentes. Mais des mastodontes français comme Le Comte de Monte Cristo a fait remonter les chiffres, comme L'Amour ouf aussi en octobre dernier. Mais la plus grosse surprise concerne la comédie d'Artus, Un petit truc en plus, qui pour un budget de 6,5 millions d'euros a enregistré près de 11 millions d'entrées. C'est un succès exceptionnel. Le cinéma français s'est bien tenu en production et en entrée en salle. Plusieurs premiers films et films d'auteur ont aussi conquis un certain public, comme 20 dieux ou bien L'Histoire de Suleiman. Et comme chaque fin d'année, un top 10 est de mise pour dresser un peu le bilan cinématographique de cette année. Alors c'était une année très riche, comme à chaque fois, et c'est toujours difficile d'avoir le temps d'aller voir des films qu'on attendait ou qui avaient l'air intrigants. Donc j'en ai raté pas mal comme La Bête, Jeunesse ou encore Eureka. Mais c'est aussi toujours difficile de faire un top 10 car j'ai un peu plus de mal à hiérarchiser les films. Et d'ailleurs j'ai aussi un peu plus de mal à m'investir pour les critiquer. Cette année a été bouleversée en fait par pas mal de choses dans le paysage cinématographique. La vague MeToo française qui a lancé la parole de Judith Godrèche et la désacralisation de l'auteur en France a fait émerger en moi plein de réflexions sur notre façon de percevoir le cinéma, ses thématiques, autre que par la forme de la mise en scène, comment on se place esthétiquement, et j'ai pu voir aussi à quel point le domaine de la critique et des défenseurs du cinéma français sont à des années-lumière de comprendre certaines réflexions, préférant rester dans une bulle critique et méprisante, qui finalement donne un peu raison aux détracteurs du cinéma français critique, en disant que ce sont des petits bourgeois parisiens élitistes. Enfin bref, tout ça bouscule souvent notre sensibilité au film et donc notre cinéphilie, avec lequel j'ai pris finalement pas mal de recul cette année. Alors ça ne m'a pas empêché de voir un paquet de films, mais je voulais partager aussi cette réflexion avec vous. La cinéphilie pour moi elle change et elle se modifie souvent en grandissant, elle est assez mouvante, et c'est aussi ça qui fait sa richesse. Et ce top 10 fut compliqué à faire car j'ai aimé pas mal de films, mais justement dans des thématiques très différentes qui entourent aussi plusieurs films sortis avec différentes formes. Et du coup, je me disais que plutôt que de vous lister mon top, que je ferai en fin de vidéo, j'ai envie de parler de plusieurs thématiques qui ont entouré le cinéma cette année et qui ont permis de nourrir ce top personnel. D'autant plus que j'ai déjà parlé de certains d'entre eux dans d'autres vidéos. On est parti! Un journaliste du Figaro a récemment déclaré qu'il n'y avait eu aucun film qui se déroulait à Paris cette année dans le cinéma français et que c'était une preuve que les productions cherchaient à filmer davantage autre part que dans la capitale. Alors, c'est à la fois faux et vrai, mais très simpliste, déjà parce qu'il y a bien eu des films français se déroulant à Paris cette année qui sont sortis, mais surtout, analyser des films géographiquement n'est pas très pertinent. Si on veut parler d'autocentrisme, il est important de voir quel genre de récit et sous quelle forme un film peut par exemple davantage attirer le public urbain. Si on prend le film Trois amis par exemple, d'Emmanuel Mouret, bon, il se déroule à Lyon, mais dans une atmosphère très bourgeoise. Le film se serait passé à Paris ou une autre grande ville de France, ça n'aurait pas énormément changé de choses dans l'aspect du film. Et d'ailleurs, les quelques films sortis qui se déroulent à Paris traitent souvent de portraits rarement vus dans le cinéma, comme ça peut être le cas pour L'Histoire de Suleiman, qui est une reconstitution fictionnelle de l'histoire vraie d'un livreur Uber dans la capitale. Donc quand on parle d'égocentrisme, de bourgeoisie, c'est important d'expliquer aussi de quoi on parle exactement. Et j'avais développé cette réflexion dans ma vidéo Le cinéma français est-il bourgeois, où je revenais sur le concept de bourgeois gaze, théorie intéressante mais qui a pour moi des failles car elle reste très subjective sur notre façon de voir le regard bourgeois dans un film. Mais là où le journaliste n'a pas totalement tort, c'est qu'il y a eu effectivement plusieurs films français se déroulant dans des zones plus rurales où des classes souvent ignorées et marginalisées sont filmées ou sont au centre d'un récit. C'est le cas dans Diamant Brut d'Agathe Redinger, film se déroulant dans la canicule de Fréjus, où la réalisatrice filme la condition sociale de ces femmes rêvant s'en émanciper par la culture de la télé-réalité et comment elles adoptent leurs codes pour tenter de trouver une raison d'exister. On peut aussi citer Leurs enfants après eux des frères Zuckerma, le roman de Jim des frères Larieux se déroulant aussi dans le Jura, La déposition dans un petit village alsacien, Quand vient l'automne de Ozon qui se déroule majoritairement en Bourgogne, Ni chaîne ni maître qui raconte la colonisation sur l'île Maurice, Emilia Pérez qui traverse plusieurs pays, À son image qui se déroule en Corse, pareil pour Borgo, Miséricorde qui prend place dans un petit village ardéchois,
Animal qui se déroule en Camargue, La prisonnière de Bordeaux qui se déroule à Bordeaux. La liste est effectivement assez longue cette année et on est en droit de se demander si les productions se mettent effectivement à davantage s'orienter vers ce type de récit. Mais ce n'est pas parce que ça se délocalise que ça enlève forcément un peu le bourgeois gaze et l'éthique bourgeoise. Il y a quelques films que j'ai cités par exemple qui adoptent totalement cette esthétique bien qu'ils se situent loin de Paris. Mais c'est peut-être plutôt une question de stratégie. L'Île-de-France est massivement recommandée par les pays étrangers et le développement de gros studios autour de la capitale viennent séduire les grosses productions, françaises mais aussi américaines. Il y a par exemple eu la récente ouverture des Fausses Rues de Paris, un travail titanesque qui va surtout servir aux productions étrangères ou françaises bénéficiant d'un très gros budget. Du coup, difficile de tourner sur Paris et aux alentours, et les Jeux Olympiques n'ont fait qu'accentuer ce fait. Il est donc possible que ce soit devenu un moyen de s'extirper de la capitale, qui reste la ville où il y a le plus grand nombre de sociétés de production, pour essayer de donner davantage de chance à des réalisations se déroulant en zone rurale, loin des grandes villes. Et parmi tous ces films, un a retenu mon attention, c'est 20 dieux de Louise Courvoisier qui m'a pas mal intrigué. Le film suit Toton, un jeune homme de 18 ans vivant dans un petit village jurassien. Après la mort de son père, il va tenter de faire un comté pour participer à un concours permettant de gagner 30 000 €. Si c'est ce film qui m'a intrigué, c'est d'abord par sa forme. Tous les acteurs et actrices sont amateurs, ce qui permet d'inscrire le film dans une certaine authenticité, loin d'un regard qui serait distant aux conditions et aux personnages filmés. Et aussi, le film n'est pas dressé comme une sorte de western, comme on a pu le voir dans certaines critiques. On filme le Jura, c'est beau, mais on n'en fait pas des caisses, car la réalisatrice filme avant tout à hauteur d'homme. Ça m'avait d'abord un peu frustré, mais j'ai ensuite compris que ce parti pris permettait justement de ne pas faire du film une sorte de carte postale, mais bien d'inscrire les personnages dans leur quotidien. Mais surtout, rester autour de ce gamin permet à la réalisatrice de questionner la virilité dans ses conditions sociales. Comment les hommes se situent et se constituent entre eux face aux femmes. C'était vraiment intéressant et assez précis. Ayant aussi grandi en milieu rural, j'ai retrouvé beaucoup de codes qui me rappelaient des soirées entre potes par exemple, et je trouve que c'est un chouette choix pour parler de ce cinéma régional qui fleurit en France et qui réussit à montrer une vraie réalité, malgré un récit parfois un peu trop calibré dans les premiers films de cinéastes. Mais il y a toujours cette question de chercher à s'émanciper de sa condition sociale et comment il est quasiment impossible que ça puisse avoir lieu. Mais le tout est fait à partir de beaucoup d'humanisme et de liens précieux qui sont aussi loin d'être des clichés superficiels. C'est un film assez touchant et d'autres films que j'ai cités sont parvenus aussi à me faire ressentir cette émotion. Autre genre que je suis allé voir plus souvent au cinéma que d'habitude cette année, c'est le documentaire. Alors j'en ai pourtant raté pas mal, notamment Jeunesse de Wang Bing, mais suffisamment pour constater que ce genre est vraiment passionnant dans la façon de voir les différentes formes qu'un ou une cinéaste peut proposer. J'en avais parlé dans cette vidéo et j'avais aussi parlé de Dahomey dans celle-ci, qui fait partie des meilleurs documentaires de cette année pour moi. Il y a aussi eu Madame Hoffman par exemple, mais celui qui m'a laissé assez scotché aussi, c'est la suite un peu indirecte de Sur l'Adamant, Averroès et Rosa Parks de Nicolas Philibert. Le cinéaste prend sa caméra et va filmer pendant plus de 2 heures des échanges entre patients et médecins au sein de l'institution psychiatrique du même nom. Ces échanges permettent de matérialiser les conditions dans lesquelles se trouvent les patients, les différents liens qu'ils essaient de nouer ou non avec les médecins, et surtout la difficulté pour ces derniers de prendre pleinement soin d'eux malgré le sous-effectif, mis en scène par leur petit vibreur qui perturbe l'échange avec un patient par exemple, pour signifier qu'il faut s'occuper d'autre chose. Ils n'ont jamais le temps adéquat pour eux. Le documentaire est assez glaçant, il est assez triste, mais il ne tombe pas dans le misérabilisme. Il reste dans ce quotidien assez froid que les médecins peinent à rendre plus vivable pour les patients. C'est un vrai fait de société qui est filmé, et Philibert se rend totalement invisible, laissant sa caméra filmer les échanges, comme des champs contre champs, pour que le spectateur puisse voir de ses propres yeux les conditions et les différentes personnes internées. Alors, on le sait, l'Iran est un pays où il est difficile de faire un film qui critique la politique dominante. La plupart des cinéastes ayant essayé jouent à un jeu dangereux. Saïd Roustahi, par exemple, a été condamné à 6 mois de prison pour contribution à la propagande de l'opposition, à la suite de la projection de son dernier film Leila et ses frères à Cannes il y a maintenant 2 ans. D'autres réalisateurs iraniens ont tenté le coup cette année avec souvent des procédés pour éviter la police et le contrôle du tournage. Ali Asghari et Alizera Khatami par exemple avec Chronique de Téhéran. Ce film de 1h15 met en scène plusieurs sketchs où des Iraniens et Iraniennes font face à l'institution du pays. Et avec humour et cynisme, les cinéastes dépeignent la cruauté et l'absurdité réactionnaire de la dictature iranienne. Chaque sketch est juste constitué d'un plan, souvent face caméra,
caméra. Et pour faire ce film, les cinéastes ont dû mentir à plusieurs reprises pour disposer des lieux pour tourner, prétextant des petits courts-métrages étudiants. Le procédé est suffisamment efficace pour que le film soit court et très révélateur. À l'opposé de cette forme, il y a le dernier film de Mohamed Rassoulov, Les graines du figuier sauvage, qu'il a tourné dans la pure clandestinité sans aucune autorisation de tournage. Le film met en scène une famille tiraillée. Le père vient de devenir juge d'instruction au tribunal révolutionnaire, alors que ses deux filles soutiennent les protestations populaires en cours dans le pays. Ce conflit va faire naître une paranoïa au sein de la famille, où le père finira par avoir l'impression que sa femme et ses deux enfants veulent sa mort et la fin du pays. Construit majoritairement en huis clos, le film parvient aussi, sans filmer l'extérieur, à souligner l'instabilité du pays en restant au cœur de cette famille. Le réalisateur va même jusqu'à changer radicalement de ton à la fin du film lors d'une course-poursuite en extérieur dans la campagne iranienne, ressemblant vraiment à un slasher entre un tueur et ses victimes. Le changement de forme permet de créer une sorte de symbolique à cette famille, représentatif d'un système en faillite et d'une répression violente des manifestations et des protestations. Le réalisateur a dû fuir son pays clandestinement pour éviter la prison et présenter ce film à Cannes, qui vaut clairement qu'on s'y intéresse. Compte tenu de l'actualité qui a fait exploser les accusations de viol et d'agression sexuelle, le cinéma a proposé pas mal de films aussi parlant des conditions de femmes dans la société et aussi des rapports de domination par le prisme d'un regard féminin. Priscilla de Sofia Coppola par exemple, qui propose un biopic différent de celui édulcoré d'Elvis Presley pour se concentrer sur sa femme qui fut victime de son emprise. Il reste encore Demain qui parle de l'avènement du droit de vote pour les femmes en Italie, La jeune fille et les paysans où l'on peut facilement y lire un portrait terrible d'une femme victime du pouvoir des hommes, The Substance, le film. Bref, un paquet de films qui concentrent leur sujet sur ces violences. Parmi ces films, le dernier de Todd Haynes, May December, fut une assez bonne surprise. Entre enquête journalistique et relations de pouvoir, le film dresse des portraits assez complexes qui entourent le principe de l'emprise par le biais de cette femme, célèbre écrivaine, mariée à un homme ayant l'âge de son fils, qu'elle voit comme une belle histoire d'amour là où lui se sent piégé. La mise en scène flotte en permanence autour des personnages, de leurs relations, et arrive à plutôt bien décortiquer comment les égos mais aussi la moindre opportunité permet d'assouvir subtilement sa domination dès qu'il y a une ouverture quelque part. C'est un film que je trouve assez brillant et précis sur le sujet, et qui a un ton presque un peu cynique dans son esthétique propre et brillante, qui cache un fond et une admiration malsaine qui poussent à l'obsession. Et enfin, il y a ces films qui sont difficiles à ranger dans des cases. Des films qui, par leur forme, sont surprenants et vont chercher des choses différentes de ce que l'on voit d'habitude. Ça peut être efficace mais un peu long comme dans Grand Tour, le dernier film de Miguel Gomez que j'ai trouvé néanmoins intéressant. J'avais été assez remué à la fin du film Comme le feu de Philippe Lesage, qui laisse pendant de longues minutes, à plusieurs reprises, une musique étrange qui façonne les visages et les relations entre les personnages, avec notamment aussi très peu de plans et de montage. Je vous ai déjà parlé de la fascination que j'ai eue pour la zone d'intérêt dans la petite critique que je lui ai consacrée et que je vous invite vraiment à aller voir. Et j'en retiens deux autres que j'ai beaucoup aimés dans ce lot de films, Le mal n'existe pas de Ryusuke Hamaguchi, et Miséricorde d'Alain Guiraudy. Le mal n'existe pas, c'est vraiment un film qui est un peu impossible à raconter, qui va user d'une forme de spiritualité dans sa forme très inattendue, très calme, dans un conflit opposant ruraux d'un petit village et urbains d'entreprises venus proposer un projet de camping dans leur zone. J'en avais fait une petite critique écrite si jamais ça vous intéresse, où je développe comment le réalisateur tronque un peu tous les codes narratifs pour créer une sorte de personnage invisible mais présent tout le long du film, à savoir la forêt filmée. Miséricorde, quant à lui, est un film aussi assez unique en son genre. D'une intrigue somme toute classique, reposant sur un personnage qui revient dans son village d'antan pour un enterrement, le cinéaste Alain Guiraudy, un des meilleurs réalisateurs français actuels pour moi, va poser son espace en cherchant une horizontalité dans les positions des personnages et aussi dans la manière dont il va filmer les paysages de Saint-Martial, ses environs et sa forêt sur laquelle il revient souvent avec une magnifique atmosphère automnale. Le choix des plans ainsi que celui du montage va dynamiser l'aspect très comique du film qui repose avant tout sur l'absurdité de l'apparition des personnages à des moments toujours très burlesques. Alors c'est difficile de vous en parler tant cela relève vraiment de l'expérience que propose le film. Chaque altercation amène une tension étrange entre le désir sexuel et de la menace, entre le comique et le tragique. Cela passe aussi par la direction des acteurs et des actrices, qui passe par une subtilité qui évite le surjeu,
et va même parfois vers le sous-jeu, ce qui les rend tous assez particuliers, nonchalants, dans la façon d'échanger et de percevoir les situations. C'est particulièrement le cas avec le personnage de l'abbé, assez incroyable, qui va traverser l'espace du film en étant tantôt hilarant, tantôt effrayant, tantôt très mystique, mais toujours avec le même ton monotone dans sa façon de parler, et toujours avec ses apparitions étranges dans le cadre, comme s'il suivait en permanence Jérémy, le personnage principal. Le comique passe aussi par la qualité de ses dialogues, car Miséricorde est avant tout un film d'échange entre les personnages dans des situations dites. Certaines remarques évidentes, des questions qui mettent mal à l'aise, des compliments bizarrement placés, et des regards qui laissent libre interprétation au spectateur, qui peut y voir une forme de tension sexuelle entre les personnages, tantôt une situation de violence ou de comédie noire. J'avais trouvé ça assez impressionnant comment, dans sa manière de filmer, Guy Roddy réinvente vraiment le chant contre chant et les échanges. Jamais le film ne se perd dans son rythme car il est parfaitement dosé par ces personnages tous plus bizarres les uns que les autres, et il y a quelque chose de très organique dans ces images qui sont très nourries par tout un tas d'aspects formels. Il y a cette horizontalité, mais aussi cette lumière sombre et automnale et le choix des valeurs de plan. En fait, d'une certaine manière, un peu comme Robert Bresson, même si ça reste des filmographies qui sont quand même très différentes bien sûr, il y a une maîtrise dans le fait de soustraire l'influence d'autres arts pour laisser avant tout place au langage artistique cinématographique. Guy Roddy, il a vraiment cette sensibilité dans la manière de prêter attention aux espaces éloignés de la ville et ce que ça demande comme travail sur la nuit dans ce genre d'espace. Il y a beaucoup de séquences par exemple qui furent tournées pile au moment du crépuscule ou de l'aube pour essayer de capturer ce que dégage cette lumière qui dure très peu de temps, mais aussi l'arrivée du noir absolu qu'il avait notamment appréhendé dans L'Inconnu du lac où le soleil disparaît dans une séquence. Guy Roddy choisit de laisser tourner et de continuer de filmer l'action de son personnage, mais on y voit de moins en moins jusqu'à carrément ne plus rien voir du tout. Mais le film continue. Ça crée une atmosphère davantage oppressante, mais aussi un recul sur la dangerosité curieuse qui est la nuit noire, que l'on n'a finalement pas tant l'habitude de vivre quotidiennement. Claire Maton, la chef opératrice qui a accompagné Guy Roddy sur le film, explique notamment ceci. L'immense complexité était de figurer la nuit dans cette forêt des Cévennes, aussi majestueuse que dense. C'est l'automne et nous avons choisi ces arbres pour leurs feuilles aux couleurs flamboyantes. Il n'était pas question de rééclairer la forêt, mais d'imaginer au contraire comment tirer parti de la lumière naturelle. Alain Guy Roddy part des choses telles qu'elles sont. Nous sommes allés à la pleine lune dans cette forêt de Lagual pour faire ensemble l'expérience de la densité des ombres dans les arbres par exemple. Et je trouve ça vraiment très intéressant comme ce que ça dégage comme épure. Le cinéaste attaque donc beaucoup d'importance dans une authenticité naturelle que reflètent les petits villages qu'il filme et les décors naturels qui l'entourent. Et c'est ce qui rend l'expérience Miséricorde particulièrement nourrissante sur ce plan-là. Enfin bref, c'est une expérience que j'ai vraiment trouvée assez passionnante, pleine de contradictions morales, qui met au goût du jour l'utilisation du crépuscule dans un film, et aussi une autre façon de penser la comédie et le thriller. Voilà pour les thématiques, je vais maintenant vous donner mon top 10 personnel. En 10e position, Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov. En 9e position, Dahomey de Mati Diop. 8e, Averroès et Rosa Parks de Nicolas Philibert. En 7, L'Empire de Bruno Dumont. En 6, May December de Todd Haynes. En 5, The Substance de Coralie Farja. En 4, À son image de Thierry de Peretti. En 3, Le mal n'existe pas de Yuzuki Hamaguchi. En 2, Miséricorde d'Alain Guy Roddy. Et en 1, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui reste pour moi un film absolument à ne pas manquer. À ne absolument pas manquer, c'est plus français. Et maintenant, qu'attendre de 2025 dans tout ça ? Plusieurs choses. Une prise de conscience réelle avant tout des rapports de domination dans le travail sur les tournages et aussi des accusations de viol, d'agression sexuelle qui sont perpétuées depuis des décennies dans le paysage cinématographique. Aussi, il faut voir ce que va amener cette nouvelle méthode de production. Entre gros blockbusters français et petits budgets. On s'était déjà posé la question l'année dernière, et aujourd'hui, même si le CNC se félicite de constater un équilibre assez juste, il faut se questionner encore sur la place des financements privés et sur le fait de garder une certaine indépendance dans la création des films pour éviter de laisser place uniquement à des gros bestiaux. Il faut aussi se questionner sérieusement sur les financements des plateformes. Canal+ a récemment annoncé se retirer de la TNT. Cette annonce peut amener à penser à un autre système de financement compte tenu de l'hégémonie Canal qui régnait sur le cinéma français. Sans TNT de Canal, pas de taxe service télé renversée au CNC. Cette annonce, Disney peut en profiter pour gagner davantage de terrain dans la production française, ce qui serait assez problématique. Il y a beaucoup de choses à penser, à contester et à soutenir pour que le cinéma français se porte bien et mieux dans le pays. Et surtout que le monde du spectacle qui fait vivre tout ça puisse vivre aussi décemment avec de bons budgets publics et de ne pas trop dépendre d'investissements privés toujours plus menaçants pour la liberté de création
et pour l'indépendance, notre exception culturelle là-dessus qui continue d'être enviée partout dans le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à la partager si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne. Bonne année à tous et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!